Chers téléspectateurs, toujours un plaisir de vous retrouver sur Horizon Média. Alors tey ñu ngi fii ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar pour assister au forum international sur l'économie verte, l'environnement et le climat. Nous aurons des activités à découvrir et des panels animés par des experts. Restez avec nous, ça sera tout de suite. Donc, à monsieur le directeur général des eaux et forêts, le colonel-major Babacar Dione, à monsieur le représentant de l'ASPT, Agence sénégalaise de la promotion touristique, monsieur Mamadou Ba, à monsieur le représentant de ENDA Pronat, Mamadou Sow, à monsieur Pam, représentant du directeur général du CROUS de Diamniadio de l'université Amadou Mahtar Mbow, également à monsieur André Ndeki du Conseil national de la sécurité alimentaire. Je rappelle que nous sommes également avec monsieur Aliou Seydi, responsable de suivi et évaluation à la Banque agricole. Également monsieur Abdoulaye Sen, représentant du directeur de la francophonie. Ndeye Rokhaya Gueye de Abneos, membre de l'UICN. Également d'autres organisations comme EMI et d'organisations de jeunes étudiants du département de géographie de l'université Cheikh Anta Diop, mais aussi le club environnement de l'université Amadou Mahtar Mbow. Il y a également les jeunes étudiants entrepreneurs agricoles du Sénégal, composés d'élèves ingénieurs dans les différentes écoles de formation en agronomie, mais également l'école Manguier qui est à côté de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc je déclare les travaux ouverts et merci beaucoup. Merci Pape. Vous pouvez l'applaudir, c'est un jeune dynamique qui essaie de travailler sur le climat, c'est pas simple. Et ce n'est pas les préoccupations majeures dans nos pays, mais c'est important qu'il y ait des jeunes qui le fassent. Je suis heureux d'avoir un panel de choix. Les eaux et forêts sont avec nous. Nous allons, je pense, passer le micro. C'est Ousmane, donc, Monsieur le Président. Donc, chers panélistes, je pense que, chers étudiants, chers élèves, c'est comme ça, hein, nous sommes tous passés par là. Donc, le partage d'expérience, le transfert des connaissances, c'est ça qui fera que vous allez devenir, entre guillemets, comme les étudiants le disent, des quelqu'un. Et donc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, avec les échanges, ce que vous avez appris à l'école, les échanges que vous avez et ce que vous allez faire dans la pratique. Et ça va vous forger et ça permettra de comprendre beaucoup de choses. Et comprendre également qu'on ne peut pas dissocier la recherche du développement. C'est la recherche-action, la recherche-développement. Parce que les chercheurs sont là pour chercher à trouver des voies et moyens pour améliorer ce qui est en train d'être fait sur le terrain. Aussi bien pour l'agriculture, l'élevage, la foresterie, la pêche et les autres secteurs. Moi, j'ai fait la microbio. Je travaille sur les champignons mycorhiziens pour les espèces forestières pionnières dans le bassin arachidier, avec Robin Diponois. Donc, pour dire que tout est lié. Hein, et donc, on ne peut pas mettre un secteur à l'écart et tout. Donc, ce que les ONG font, ils cotisent pour ce que l'État du Sénégal fait. L'État du Sénégal ne peut pas tout faire, donc les services techniques ne peuvent pas. Donc, le service fait, les ONG font, les associations et fédérations au niveau rural également font leur part. C'est cette combinaison, cette synthèse qui fera que le Sénégal va avancer sur tous les domaines. Donc la balle est dans le camp de tout un chacun, mais il va falloir également que tout soit harmonisé, concerté. Parce que à l'échelle internationale, au niveau des forats et autres, on va parler du Sénégal. Personne ne dira que c'est les eaux et forêts, c'est ENDA, c'est ISRA, mais le Sénégal a fait tel. Ou bien tout ça est comptabilisé pour le Sénégal. D'où la nécessité de renforcer la collaboration, la concertation. Donc nous sommes tous des maillons d'une seule chaîne, qui est le Sénégal. Et donc nous sommes là aujourd'hui avec vous et nous serons toujours avec vous. Donc je vous réitère la disponibilité de mon service et de moi-même pour continuer à
œuvrer pour la préservation de nos ressources naturelles. En tout cas, ce que j'ai entendu me réconforte et donc je suis très satisfait. Pour Diamniadio, ça fait des années que nous collaborons ensemble, donc là, n'hésitez pas. Et ils ont les contacts qu'il faut avec la direction, mais également avec le service des eaux et forêts de Rufisque pour les besoins en plan et tout. Si à Rufisque, il n'y en a pas, ils vont faire appel à la pépinière de Mbao ou bien à la pépinière de Anne. Et là, nous verrons tout ce que nous pourrons faire. Mais en tout cas, nous restons disponibles pour accompagner tout un chacun qui voudrait améliorer notre couvert végétal et notre environnement. Merci et bonne continuation. Bien, monsieur le modérateur, et je salue mes collègues panélistes et mes respects pour le colonel directeur général des eaux et forêts. Et remercier aussi de l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir participer à cet événement et communiquer un temps soit peu sur ce que la banque est en train de faire. Je vais essayer d'adapter en fait mes propos par rapport à l'audience parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes et beaucoup d'étudiants. Donc je vais essayer d'être très pragmatique parce que quand on parle de banque agricole, la question fondamentale qui se pose, c'est comment faire pour accéder au financement. Et surtout quand on est jeune, on vient de débuter. Et l'idée qu'on véhicule très souvent et qui n'est pas très souvent la bonne, c'est que quand on est jeune, on vient de démarrer, on ne peut pas aller vers les banques parce que les banques ne peuvent pas vous donner du financement. C'est tout à fait le contraire. Et je vais vous dire pourquoi. Si vous avez des activités qui sont en droite ligne avec ce que nous sommes en train de débattre aujourd'hui, la question donc, du financement vert, vous pouvez bel et bien aller aux banques même si vous êtes un débutant dans votre activité. En quoi faisant? Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par beaucoup de programmes. Il y a le programme donc, de la DER, que la plupart d'entre nous connaissons. Il y a beaucoup de programmes qui sont logés au niveau des banques et qui sont des programmes des banques multinationales, des banques de développement, comme la Banque islamique de développement ou bien la Banque africaine de développement. Je cite le Proval CV, je peux citer le Paris et d'autres projets aujourd'hui et programmes qui sont mis en œuvre par des départements ministériels de ce pays-là, mais dont une partie des ressources sont logées au niveau des banques pour accompagner des jeunes qui peuvent être des grands commençants sur certaines activités. Maintenant, ce qu'il faudrait faire et ce qui est fondamental, c'est que l'activité, si on doit être dans les dimensions de financement verte, financement vert, il faut que l'activité puisse être éligible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on parvienne à définir qu'est-ce que nous entendons par activité verte, qu'est-ce que nous entendons par financement vert. Et pour faire simple, c'est que la plupart d'entre nous sont déjà dans du vert, sans pour autant le qualifier de vert ou bien sans pour autant se rendre compte que ce que nous sommes en train de faire, c'est du vert. Si on prend maintenant l'exemple concrètement des aspects que la banque finance aujourd'hui qui peut être classé dans le domaine du vert, si vous êtes étudiant, si vous venez de boucler votre formation, si vous voulez vous installer, il y a une panoplie d'activités que vous pouvez faire. Je vais en citer quelques-unes. Prenons par exemple l'activité agricole. On est banque agricole, mais on est banque classique, mais le cœur de métier de la banque agricole, c'est l'activité agricole. Aujourd'hui, nous avons un produit que nous appelons le Wammal Mbay. Le Wammal Mbay, c'est quoi? Ceux qui parlent le bon Wolof savent que Wammal, je vais laisser les Wolofs développer, c'est tout ce qui est développé davantage, donc l'agriculture. Nous essayons de substituer tout ce qui est pompage avec le diesel par du pompage solaire. Pour deux raisons fondamentalement. La première raison, c'est que le poste, au niveau des charges d'exploitation d'une exploitation agricole, le poste énergie est le poste le plus budgétivore. Donc, vous réduisez les dépenses au niveau de ce poste, vous améliorez considérablement la rentabilité de l'activité. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est la dimension verte de l'activité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est pollution, tout ce qui est même rupture en termes d'approvisionnement du carburant, donc ça, nous l'évitons en shiftant fondamentalement sur le solaire. Si vous êtes jeune, vous avez une exploitation agricole. Vous êtes jeune, nous venons tous des milieux ruraux. Vous êtes jeune, vos parents disposent des terres. Vous êtes jeune, au lieu d'attendre que les gens nous spolient nos terres et maintenant essaient de manifester, vous êtes jeune, n'ayez pas honte de retourner à la terre parce que la terre nourrit son homme. Aujourd'hui, c'est la reproche que les gens nous font. Et je vais vous partager cette anecdote. Quand les gens nous retrouvent dans nos bureaux avec nos costumes, nos cravates, on traite le dossier et on parle de milliards, ou bien en termes de millions.
Et nous-mêmes qui traitons ces dossiers-là, nous n'avons pas autant de ressources que ce client-là dispose dans son compte en banque. Certains clients, vous savez ce qu'ils nous disent? Vous êtes en train de perdre votre temps en restant dans les bureaux, faites comme nous, descendez sur le terrain. Donc ne commettez pas l'erreur que nous avons commis nous, ne sous-estimez pas le potentiel économique que nous avons au niveau donc des terres et positionnez-vous dès à présent parce que la pression sur la terre sera très forte. Donc, venez au niveau des banques agricoles, avec ces programmes, avec ces produits, on peut vous accompagner. Le deuxième produit que nous sommes en train de développer, c'est sur le biogaz. Pour ceux qui ont un volet élevage, donc dans les activités, on permet aujourd'hui de produire du biogaz en monde rural, non seulement pour prendre en charge les questions énergétiques, et mon colonel des eaux et forêts ne va pas me démentir, ça réduit fondamentalement la pression sur la ressource donc ligneuse, mais ça permet aux gens aussi d'avoir de l'énergie au niveau de leur foyer. Mais ça permet également de produire ce que nous appelons de l'engrais organique qui permet aujourd'hui d'aller vers la fertilisation des sols. Donc vous pouvez coupler le nexus agriculture, élevage, énergie. Mais ça permet aussi de générer de l'énergie, des ressources parce qu'aujourd'hui, la demande en termes d'engrais organiques, que ce soit au nord qu'au centre, c'est loin d'être satisfait. Vous trouvez des gens qui sont preneurs de votre engrais et qui vous payent donc de l'argent comptant compté. Donc aujourd'hui, dans le monde rural, on voit maintenant même qu'il y a des personnes qui sont, qu'on peut appeler du troisième âge, qui parviennent à générer des ressources financières en restant dans leur foyer et en prenant en charge la plénitude des besoins donc, de la famille. Ça, c'est un aspect. Le troisième produit que nous développons, c'est tout ce qui est maintenant les semences donc, améliorées. Nous sommes à l'ère du changement sur le climat. Il y a des saisons qui se raccourcissent. On a des phénomènes qui sont beaucoup plus brutaux. Il faut avoir des semences et des variétés qui sont adaptées. Donc, nous accompagnons aussi des jeunes producteurs, des paysans, des producteurs à travers donc, dans ce sens-là. Voilà quelques éléments que je voulais partager parce que l'assistance est très jeune. Et maintenant, je ne saurais terminer sans pour autant, parce que le colonel l'a évoqué, c'est très important, pourquoi la banque est accréditée au Fonds vert pour le climat. Vous savez, quand on parle de banque, particulièrement dans nos pays, que nous appelons pays en voie de développement, la reproche principale, c'est que nos taux d'intérêt sont très élevés, comparativement à d'autres pays que nous appelons les pays développés. Mais pourquoi les taux d'intérêt sont élevés, c'est parce que la ressource que nous levons nous coûte excessivement cher et nous avons des niveaux de risque qu'on doit prendre en considération aussi qui sont très élevés. Maintenant, nous, on essaie de travailler pour des gens que vous êtes à aller chercher des taux qui sont ce que nous appelons des taux préférentiels. Donc nous nous battons pour être éligibles nous-mêmes à ces guichets, à ces fenêtres qui nous permettraient d'avoir des ressources pour vous les appliquer à un taux d'intérêt très bas, mais aussi à des durées de remboursement beaucoup plus longues. Donc ceux qui ont fait un peu d'analyse financière, vous savez que quand le taux d'intérêt est bas, quand la durée de remboursement est très longue, le cash flow et le taux d'intérêt donc, et la rentabilité va s'en suivre. Voilà pour vraiment ne pas faire long. Donc, ce que je voulais partager parce que l'assistance est très jeune. Donc, vous êtes jeune, n'hésitez pas à aller vers des banques parce qu'il y a des programmes qui sont destinés à des classes d'âge dans laquelle vous vous trouvez. Vous êtes jeune, essayez déjà à présent d'avoir cet esprit d'entrepreneur-là. Vous êtes jeune, il y a beaucoup de fenêtres qui vont s'ouvrir sur ces questions de financement vert et d'économie verte. Essayez d'être éligible à ces fenêtres-là. Vous êtes jeune, positionnez-vous déjà à présent pour pouvoir être vraiment les grands dirigeants de demain pour notre pays. Merci bien. C'est quel mot je voulais apporter. Non, du tout. C'est vraiment pour être un peu plus à l'aise. Voilà. Comme il a dit, je m'appelle Barnambay, je suis agronome à l'ISRA et aujourd'hui je vais enlever ma casquette de chercheur et porter la casquette de membre du comité technique de la DITAES. Pour commencer, juste pour dire que quand on parle de souveraineté alimentaire, est-ce que l'agroécologie peut vraiment permettre d'atteindre une souveraineté alimentaire? Moi je dirais oui, oui et 3 fois oui et c'est possible. Avec l'agroécologie.
Pourquoi je dis que c'est possible? Parce qu'au-delà de la dimension économique, mais aussi de la dimension nutritive, l'agroécologie, elle prend en compte la dimension sanitaire qui est importante. Elle prend également en compte la dimension de la protection de l'environnement, mais aussi tout ce qui est gestion de la fertilité des sols. Et ça, c'est un aspect important, vraiment, pour atteindre une souveraineté alimentaire durable dans le temps, pour nous permettre vraiment de nous projeter dans le futur. Et sur cela, je pense que l'État du Sénégal l'avait compris. C'est pour ça qu'en 2019, il avait parlé de la transition agroécologique dans son PSE vert. Et comme l'a bien expliqué Momodou, l'agroécologie, elle avait toujours existé. Il y avait toujours eu des membres qui étaient éparpillés un peu partout dans le Sénégal, qui croyaient en cette agriculture durable et qui travaillaient. Mais ce qui manquait un peu, c'était vraiment les faire fédérer autour d'un cadre pour pouvoir vraiment militer pour une agroécologie. C'est pour ça que quand l'État du Sénégal a parlé de la transition agroécologique, toute cette société civile-là s'est fédérée autour d'un cadre qu'ils ont appelé la dynamique pour la transition agroécologique. Et ce cadre-là est un cadre de partenariat multi-acteurs qui regroupe aussi bien la recherche, les organisations de producteurs, les ONG, tous les militants autour de l'agroécologie. Et pour répondre à cet appel de l'État par rapport à l'agroécologie, parce qu'il faut comprendre que quand on parle d'agroécologie, c'est vraiment un changement de posture. C'est vraiment un changement de posture. On ne peut pas parler d'agroécologie sans impliquer l'acteur qui est au cœur du processus. C'est pour ça que vraiment, pour pouvoir contribuer aux politiques de l'État sur la transition agroécologique, cette dynamique a fait un premier tour du Sénégal pour vraiment faire un diagnostic de l'état actuel, mais aussi de toutes les préoccupations. Et à la fin de ce premier caravane qui a été fait dans tout le Sénégal, dans toutes les zones agroécologiques du Sénégal, ils avaient produit un document qu'ils avaient appelé un document de contribution aux politiques pour la transition agroécologique. Et dans ce document de politique pour la transition agroécologique, il y avait eu 4 principaux axes d'orientation pour vraiment contribuer aux politiques de l'agroécologie. Je vais en citer les grands éléments. Il y a eu un premier axe où on parle de tout ce qui est amélioration, mais aussi sécurisation de bases productives à travers l'accès, mais aussi la gestion durable des ressources naturelles. Et là, on parle de tout ce qui est accès à l'eau productive, tout ce qui est à l'accès du foncier. Et dans cet axe-là, il y a vraiment des orientations, mais aussi des recommandations que la dynamique a élaboré dans ce sens. Il y a eu aussi un deuxième axe qui parle de tout ce qui est de la productivité accrue des systèmes agro-silvopastoraux et halieutiques par le biais de l'accès aux intrants organiques, mais aussi aux équipements et conseils adaptés. Parce que quand on parle d'agroécologie, je l'avais dit tout à l'heure, c'est vraiment la prise en compte des savoirs endogènes. Mais ces savoirs endogènes-là aussi doivent être accompagnés par la recherche. Parce que quand on parle agroécologie, la plupart du temps, les principales limites que l'on a, on parle de la pénibilité du travail. Et maintenant, dans cet axe-là, les orientations que la dynamique a élaborées, c'est qu'il y ait un accompagnement de ces producteurs-là pour qu'il y ait des équipements adaptés pour pouvoir aller dans l'agroécologie, mais aussi par rapport à cette limite-là qui est la pénibilité du travail. S'ils ont des équipements adaptés, ils pourront vraiment aller de l'avant dans l'agroécologie. Mais aussi le conseil est important. Parce que la plupart des agents qui sont dans le conseil, ils sont plutôt dans tout ce qui est l'agriculture conventionnelle. Les producteurs devraient avoir des conseils adaptés pour pouvoir vraiment aller de l'agroécologie. Donc l'État du Sénégal devrait vraiment aller dans ce sens-là pour que l'agroécologie aille de l'avant. Le troisième point
ces axes-là, il y a eu aussi la promotion de l'agroécologie dans les chaînes de valeur et le développement des marchés dédiés aux produits agroécologiques. Parce que la plupart du temps, ceux qui travaillent dans l'agroécologie, la principale limite qu'ils ont, c'est que leurs produits agroécologiques ne sont pas valorisés. S'il y a vraiment des marchés, comme par exemple ces agropoles centres, ces agropoles qui commencent à se développer au Sénégal, si les produits agroécologiques sont valorisés dans ces agropoles-là, s'ils arrivent à avoir des parts des marchés dans ces agropoles-là, par exemple, ça permettrait vraiment un développement de l'agroécologie. Un quatrième axe aussi avait concerné tout ce qui est gouvernance et le financement de la transition agroécologique afin d'assurer une meilleure application des politiques. Et dans cet axe-là, la recommandation forte qu'il y avait, c'est qu'il fallait qu'il y ait un cadre de concertation intersectoriel. Parce que quand on parle de l'agroécologie, il y a différents secteurs qui interviennent. Et vraiment, pour qu'il y ait une cohésion dans tout ce qui est politique publique, il faudrait qu'il y ait un cadre intersectoriel participatif de tous les secteurs qui englobent toute la chaîne de valeur de l'agroécologie. Mais aussi, ça doit s'accompagner avec tout ce qui est loi, tout ce qui est cadre. Dans ce sens-là, il y a pas mal de choses qui ont déjà effectué, comme par exemple, récemment, il y a la révision de la loi agro-sylvo-pastoral qui a été faite de façon participative, qui est en train d'être révisée et qui va dans le sens de l'agroécologie. C'est vraiment ces quatre axes-là ont été les quatre axes de recommandation politique que la dynamique a eu à effectuer et les avait remis à l'État du Sénégal et qui vraiment peut être le fil conducteur pour aller vers la transition agroécologique. Mais à la suite de cette phase-là, il y a eu une autre étape. Parce que quand on parle de politique, c'est vrai que quand il y a tout ce qui est initiative, ça doit être accompagné par les politiques, mais aussi il faudrait vraiment qu'il y ait aussi des cadres au niveau local. Parce que quand on parle d'agroécologie, ça doit venir des territoires. Par exemple, l'État du Sénégal peut mettre en place des politiques au niveau national, mais au niveau des terroirs qui vivent de l'agroécologie, doivent vraiment sentir cet accompagnement-là. C'est pour ça que, à la suite des DITAES, il y a aussi des dynamiques locales qui se sont mises en place au niveau des terroirs. C'est ce qu'on appelle les dynamiques locales au niveau des terroirs se sont mis en place. Et avec ces dynamiques-là, il y a eu les élus locaux, il y a eu les projets, il y a eu les organisations des producteurs qui se sont mis ensemble pour vraiment mettre en place des cadres de concertation, mais aussi des partages d'expériences pour la mise à l'échelle des initiatives qui existent. Comme l'avait dit tout à l'heure ma collègue Tania, il y a eu pas mal d'initiatives qui existent, qui étaient un peu dispersées. Maintenant, ces dynamiques locales-là vont permettre un partage des expériences, mais aussi une sensibilisation au niveau de l'agroécologie, mais aussi un cadre de planification, mais aussi de coordination des activités. Et vraiment, il y a eu pas mal de détails qui se sont mis en place au niveau des terroirs. Il y a eu l'exemple de la détaillelle de Fatick, il y a eu l'exemple de la détaillelle de Podor, où vraiment, ils ont pu mettre en place un cadre de concertation multi-acteurs qui leur a permis de mettre en place des milieux de partage d'expérience, mais aussi des cadres de sensibilisation des élus locaux, avec les autres élus locaux. Parce que dans ces régions-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des élus locaux qui étaient déjà en avance par rapport aux autres en mettant en place des cadres de convention locale pour vraiment une meilleure gestion des ressources naturelles. Et ces dynamiques locales-là leur ont permis, avec leurs autres
collègues, vraiment de partager une expérience de tout ce qui est gouvernance des gestions des ressources naturelles, mais aussi tout ce qui est efficience, mais aussi recyclage des ressources naturelles dans le paysage. Vraiment, c'est dans ce sens-là pour dire qu'il y a eu des avancées qui se sont faites et grâce à la dynamique au niveau du Sénégal.